Bien, merci encore de cet excellent exposé qui nous a fait faire le tour de la question, mais qui évidemment ne résout pas toutes les questions. Et j'ai au passage noté quelques interrogations. Déjà, on peut revenir sur la question des parfumeurs dans les légions. Moi, j'ai été frappé par le fait qu'ils sont toujours qualifiés de Ceplasiarius et jamais d'Unguentarius. Et lorsque on regarde les quelques attestations du terme dans la littérature, on se rend compte que Ceplasiarius est quand même lié souvent à la médecine et donc principalement une fonction de fabricant de médicaments. J'ai noté que dans l'exposé que tu as fait, tu ne partages pas cette opinion, qui voudrait que donc ces Ceplasiarii soient plutôt des formations des légions, et tu penses que c'est plutôt des soldats qui sont chargés d'une mission d'approvisionnement en huile parfumée en général, c'est-à-dire qui pourrait convenir non seulement à l'hôpital, si j'ose dire, donc à la pharmacie de l'hôpital, mais aussi et peut-être surtout aux usages plus profanes, tels que l'usage pour les thermes et les massages après le bain, etc. Est-ce que tu confirmes cette opinion? Oui. Est-ce que tu n'es pas frappé quand même par le fait qu'on utilise systématiquement ce terme non seulement dans les textes qui sont directement liés aux légions, mais aussi ceux qui sont proches, comme par le cas de Sextus, je ne me souviens plus son nom. Arpanius. Oui, c'est ça, qui est de Cologne aussi et qui doit avoir effectivement exercé son commerce avec l'armée. Alors, je n'ai pas de doute sur le fait que ces Ceplasiarii des légions préparaient des baumes médicinaux et qu'ils étaient donc les pharmaciens de la légion. Mais en revanche, je ne pense pas qu'ils faisaient que cela. J'en ai pas la preuve, mais ce que l'on sait, c'est que les légionnaires ne semblent pas se distinguer du reste de la population par leur usage du parfum en général. Pour l'usage religieux, on a des témoignages avec le parfum, les huiles parfumées servant à préparer les aigles de la Légion avant les sacrifices. Donc il y a un usage religieux. Les tombes de soldats où il y a des balsamères, on en a aussi. Donc l'usage funéraire, il existe. On sait que les légionnaires allaient au terme. Et à Vindolanda, il y a un autre Vitalis qui est responsable des bains. Donc pourquoi ils n'utiliseraient pas d'huile parfumée au bain? C'est la même chose. Alors, et puis ce qui est un peu dérangeant, c'est en fait l'impression que les chercheurs ont du mal à admettre qu'un légionnaire puisse se parfumer. Alors c'est vrai que c'est un peu... voilà, on n'a pas l'équivalent du légionnaire sentant le sable chaud dans les sources latines, mais on a des textes qui nous disent le légionnaire il doit sentir la sueur. Bon, peut-être pas tout le temps. Et puis, donc il y a cette... il faut déconstruire donc, notre image du légionnaire, comme je l'ai dit. Et il faut, en fait, aussi, la difficulté, c'est qu'il faut aller au-delà des textes qui sont un peu passéistes, qui insistent sur le fait que le vrai légionnaire ne se parfume pas. On a l'anecdote d'un officier qui se présente à Vespasien en étant parfumé et qui se fait houspillé par l'empereur. Donc on peut dire c'est bien la preuve que un légionnaire qui se parfume, ça ne se fait pas, et on peut très bien dire c'est bien la preuve qu'il se parfumait et que donc on a d'autres indices. Mais bon, voilà. Après, est-ce que le mot Ceplasiarius oriente plus vers un usage des huiles parfumées qu'un autre? C'est difficile à établir. Ce qui est sûr, c'est que les huiles parfumées étaient utilisées pour beaucoup de choses. Oui, ça, nous l'avons déjà vu. Alors après, j'ai été aussi frappé par l'inscription de Biénin,
car il fait référence effectivement à nouveau à un quartier de parfumeurs qui commence par A-D, et est-ce qu'il y a des hypothèses de développement après le D? Alors, tout dépend ce que... bon, je ne sais pas exactement, mais moi, alors l'idée qui pourrait venir à l'esprit, c'est parce qu'il y a des toponymes comme ça, des lieux de métier qui sont indiqués par référence à des statues, donc à Dianam, j'en sais rien, une diane, une statue, il y a des parallèles pour... Mais le problème, c'est est-ce que c'est un quartier de parfumeurs? C'est sans doute un quartier où il y avait une parfumeuse. Et par exemple, si tu prends des parfumeurs de la Via Sacra, tu peux dire, si tu regardes juste les parfumeurs, tu peux dire il y en a 4 ou 5, là c'est un quartier de parfumeurs. Sauf que c'est autant un quartier de parfumeurs qu'un quartier de margaritarie, c'est-à-dire de joailliers, en gros. Et donc c'est pas parce que ces toponymes, je pense, indiquent plus une boutique qui se situe dans un quartier que un quartier spécialisé en soi. Ah ben oui, donc ça nous renvoie effectivement à un peu la dernière partie de ton exposé, où effectivement tu dis qu'il y a peut-être des quartiers qui sont un peu spécialisés dans ces questions-là, comme le Vicus unguentarius et le Vicus turari et vitrari de Pouzol. Personnellement, j'ai l'impression, d'après ce que je peux voir des quelques secteurs que j'ai pu fouiller, que ça correspond à une réalité archéologique. J'ai essayé de le montrer pour Pompéi, où je crois que toute la partie nord du forum et les boutiques qui longent la Via Augusta étaient un quartier de parfumeurs. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les boutiques étaient des boutiques de parfumeurs, mais qu'il y avait une concentration notable, ce qui explique évidemment les inscriptions électorales, et ce qui rejoint un peu ton idée en disant que les 2 inscriptions électorales connues ne renvoient pas forcément à l'existence d'un collège, mais à un groupement de quartiers, puisque dans une des inscriptions, l'inscription est faite par les Unguentari et les Pauperes. Donc c'est peut-être effectivement plus une question de voisinage qu'autre chose, mais ceci dit, il existait quand même des zones où on savait qu'il y avait un certain nombre de boutiques de parfumeurs les unes à côté des autres. Alors, c'est le cas à Pompéi, je crois que c'est le cas aussi à Paestum, dans l'angle nord-est du forum. On a la certitude par les sources pour Capoue et pour Pouzol, ça fait quand même ça, et probablement aussi pour Rome, ça fait quand même un certain nombre d'exemples qui nous permettent de penser qu'au moins dans les villes d'Italie, on avait ce type de groupement. Est-ce que ce type de groupement existe dans d'autres villes de l'Occident romain? Est-ce que l'épigraphie peut nous donner un indice là-dessus? Je crois que non, mais on doit quand même garder cette idée à l'esprit. Lorsque on dégagera des zones centrales des villes, c'est une hypothèse qu'il faut avoir pour interpréter quand même des zones. Oui, alors l'existence de telles concentrations n'est pas surprenante. On en trouverait dans d'autres domaines, le textile par exemple, à Rome, du côté du Vicus Tuscus. Donc, après, le problème, c'est celui du caractère ponctuel de nos informations. Est-ce que la Campanie était une région de production de parfums? Donc, c'est toujours, quand on a un bon éclairage assez riche, le problème, c'est toujours celui de la généralisation, de se dire est-ce que c'est quelque chose de très spécifique? Et donc, on retombe sur des types d'interrogations qu'on a pour l'Égypte, parce qu'on a une documentation particulière. Donc, est-ce qu'on peut la généraliser ou est-ce que c'est spécifique à une région? Donc, voilà. Je crois qu'il y a une double spécificité. D'une part, la Campanie est une zone de production de parfums, et d'autre part, elle est située en Italie, qui est une zone de haut niveau de vie. Donc, il est vraisemblable qu'il y a une consommation plus importante en Italie que dans les autres provinces, comme il y a une consommation plus importante de vins de luxe, etc. Mais donc ça nous renvoie effectivement à la distorsion du corpus. Tu as souligné que le corpus épigraphique concernant les parfumeurs est principalement italien, un petit peu en Gaule aussi. Et alors je me pose la question, pourquoi des régions aussi développées et riches que l'Espagne ou l'Afrique n'en livrent pas ou presque pas? Est-ce qu'on a une hypothèse pour répondre à ce manque, à cette lacune?
Moi, pour l'Afrique, j'ai l'impression que ce sont des usages épigraphiques, parce que il y a une épigraphie des métiers en Afrique, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on voit de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, et de la même manière, on a des sources sur les parfumeurs en Gaule, mais si on enlève quelques zones rhénanes, zones rhodaniennes, on est dans des déserts épigraphiques. Et en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une spécificité de la parfumerie par rapport aux autres métiers. J'ai l'impression qu'on retrouverait le même type de distorsion pour des vestiaries, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, ce qui revient à dire que pour l'Espagne, par exemple, dont l'absence est quand même frappante, on le retrouve aussi dans les autres types de métiers. L'Espagne est sous-développée, si j'ose dire, du point de vue de la mention épigraphique des métiers. Donc, on a une spécificité italienne et gauloise et différente du reste. Et comment on l'explique ça? Ouais, je crois qu'il y a certains types de contextes où la visibilité épigraphique des métiers est plus forte, et c'est une question, je pense notamment dans les grandes cités portuaires, c'est là où on va trouver le nombre de mentions de métiers avec une distorsion par rapport aux autres régions. Parler de la péninsule ibérique en général, déjà si on regarde... à Séville, Italica, la vallée du Guadalquivir, on va trouver des noms de commerçants, de négociants, en gros, les Olearii, on va les trouver là. Donc, je pense qu'il faut peut-être moins raisonner en termes de grandes régions, l'Afrique, l'Espagne, les Gaules, le Danube, qu'en contextes sociaux, contexte de développement urbain et question d'identité urbaine aussi, et la place des activités de production et de commercialisation dans ces villes particulières. Certes, on a bien compris, mais alors à ce moment-là, comparons Narbonne et Tarragone, ou Narbonne et Séville, et quand même, il y a une différence notable, du moins du point de vue des parfumeurs. Parce Narbonne, déjà, c'est un cas tout à fait isolé. Voilà, il y a à peu près 80 inscriptions d'épitaphes d'artisans ou de petits commerçants à Narbonne. À des époques, à l'époque en gros une époque centrée sur la période augustéenne, c'est sans équivalent. Non, mais ça, on a bien compris, mais quand même, vous avez dû réfléchir à cette question. Pourquoi y a-t-il cette distorsion? Parce qu'en dehors du fait que ce sont des villes de commerce et des ports, puisque d'autres ports ne le livrent pas. Donc, qu'est-ce qui fait la spécificité de la Gaule et l'Italie par rapport aux autres provinces? Est-ce qu'on a un élément de réponse? Il y a deux possibilités, on peut pencher d'un côté ou de l'autre. Soit l'épigraphie est un reflet de la société, une sorte de reflet direct, sans filtre, ou c'est une question d'usage et de pratique épigraphique. Donc, moi j'ai tendance à aller plutôt vers la deuxième possibilité. Pour moi, ce sont des problèmes de pratique épigraphique et d'habitude que, en l'état, je ne peux pas expliquer autrement que par des identités urbaines spécifiques. Donc on n'aurait pas d'explication pour le caractère géographique, on en a quand même une pour le caractère social, puisque tu as bien souligné que ce sont principalement des esclaves et surtout des affranchis qui mentionnent leur métier. Là, on a une explication parce que c'est leur identité finalement. C'est par cela qu'ils s'imposent dans la société. Donc, on a une bonne raison d'expliquer cette inflation, disons, des parfumeurs affranchis. Est-ce que ça veut dire que lorsque les parfumeurs sont des citoyens, ils doivent bien exister, ils ne mentionnent pas leur métier parce qu'ils ont une autre façon de s'affirmer dans la société qui est d'être simplement citoyen? Et à ce moment-là, est-ce que la vision que nous avons d'un métier d'esclave et d'affranchi n'est-elle pas déformée par l'habitude épigraphique?
Alors, il y a un savant nordique, je me suis rappelé, il doit être finlandais, qui a calculé le pourcentage d'épitaphes du CIL6, donc de Rome, avec des noms de métiers. Et ces épitaphes comportant des noms de métiers sont ultra minoritaires. Et donc, oui, il y a des gens qui choisissaient de ne pas indiquer leur métier sur leur épitaphe, et ils constituaient l'écrasante majorité de la population. Et ça concerne des affranchis et des ingénus. Et donc je pense qu'il y a des parfumeurs, qu'ils soient affranchis ou ingénus, qui n'indiquaient pas leur métier. Et je ne suis pas sûr que les ingénus aient été plus tentés par cette omission que les affranchis. Je ne vois pas de raison. Encore une fois, ces mentions de nom de métier sont affaires strictement individuelles, sont des choix strictement individuels. Donc, moi, j'ai l'impression que, on en a des indices, si on prend en compte tous les métiers, que lorsqu'il y a un nom de métier, il y a une volonté de mettre en avant un signe distinctif au sein des plèbes urbaines. Donc, parce que pouvoir mentionner un métier, parce que quand on mentionne son métier, c'est qu'on a un savoir-faire acquis par apprentissage. Souvent, le nom de métier signifie ou tend à signifier un statut de maître artisan plus que d'artisan salarié ou assistant. On le voit parce que souvent, sur les tombes collectives, on voit que en gros, le patron qui peut être lui-même affranchi cite son nom de métier, et puis tous ses dépendants n'ont pas de nom de métier. Donc on a l'impression que voilà, c'est celui qui donne son nom de métier, c'est pas il ne travaille pas dans la parfumerie, il est l'exploitant d'une parfumerie. Et donc à titre individuel, j'ai l'impression que la mention d'un nom de métier est distinctive. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas intéressés par cette idée de distinction par le métier. Et je ne pourrais pas dire que ceux-là, ils sont plus ingénus qu'affranchis. Donc en pratique, on ne peut rien tirer, disons, d'une analyse, on pourrait dire statistique, des mentions de métiers en général et de parfumeurs en particulier. Ça ne nous apprend rien sur la réalité du statut des parfumeurs eux-mêmes, puisque si c'est essentiellement une affaire individuelle, on ne sait pas finalement s'il y a plus d'affranchis que d'ingénus qui font ce métier, quoi. On atteint une limite du corpus épigraphique. Oui, enfin, mais le fait que si on prend l'ensemble de la documentation sur les métiers en général, le fait que les affranchis soient beaucoup plus nombreux, quand même que les ingénus, il y a quand même quelque chose. Mais le problème des statistiques, c'est que quand on s'y frotte, on peut y voir on peut voir qu'il se passe des choses, et on est bien en mal de les interpréter. Par exemple, un collègue américain qui a montré qu'en prenant toutes les épitaphes d'artisans, il peut repérer que les gens qui font l'épitaphe pour l'artisan il y a une proportion qui est massive d'affranchis, alors qu'ils sont parfois des affranchis de l'artisan qui est lui-même affranchi, et on n'a pratiquement jamais la proportion de fils dédiant l'épitaphe d'un père artisan est très réduite en comparaison des épitaphes de notables ou d'aristocrates dédiés par leur fils. Donc là, il y a quelque chose. Mais on ne sait pas quoi. Qui tiendrait plus de la solidarité professionnelle que. Peut-être. Alors, après, on peut dire oui, c'est parce qu'on a des cas de transmission de transmission de l'affaire artisanale à son affranchi, plus qu'à des enfants qu'on ne voit pas trop, etc. Mais je sais que l'idée, c'est quoi? C'est que les enfants deviennent rentiers et que l'affaire est reprise selon le même schéma par des affranchis de l'affranchi. Je t'ai fait cette réponse, c'est pour te frustrer d'une certaine manière, parce que pour moi, c'est un bel exemple qui montre qu'il y a quelque chose qui nous échappe, quoi. Mais complètement. Parce qu'il y a vraiment une anomalie sur laquelle on doit réfléchir, et pour l'instant, on n'a pas de solution.
Mais bon, on sait en tout cas qu'il y a quelques affranchis qui se sont fortement enrichis, parce que si on voit le cas d'Attalus, donc, qui a fait cet hôtel funéraire à Lyon au début du IIIe siècle, il est vraisemblable qu'il est donc armateur, et de toute façon il est sévire, donc il a une fortune importante. Ça veut probablement dire que, pour le coup, ses enfants, lui, il a dû investir quelque part dans des propriétés foncières, et donc ses enfants deviendront des propriétaires fonciers et ne seront plus probablement ils vont plus travailler de leurs mains, ils auront des esclaves pour faire le travail. Même s'ils gardent l'entreprise, entre guillemets, familiale, ils la feront gérer en pratique par leurs propres esclaves ou leurs propres affranchis. Oui, ça, ce sont des trajectoires qu'on peut attester, dont on est sûr, notamment à Ostie, dans le milieu de la batellerie. Donc, on a ces trajectoires en fait, de sortie du métier avec le maintien de liens qui sont probablement financiers. Donc ça, on peut arriver à l'établir. Maintenant, ce que dirait André Tchernia, c'est que si ce type de trajectoire existe, il ne faut pas en faire un modèle absolu. Il y avait sûrement des gens qui étaient des négociants riches et qui n'aspiraient pas à dépenser leur argent en payant des jeux séviraux, en payant des sommes honoraires à la cité, qui avaient juste envie de... Certes, mais il y avait quand même une pression sociale en ce sens, et la pression sociale, quand même, on sait qu'on y échappe difficilement, quand même. Oui, mais les chevaliers romains aussi avaient une pression sociale pour faire une carrière politique, et certains sont acharnés à ne pas en faire. Donc ça existe aussi. Mais... Alors je voudrais qu'on revienne sur l'affaire du bouchon d'amphore de l'épave de Plénier III, une épave particulièrement intéressante parce qu'elle charrie non seulement de l'île de la région de Brinde, enfin de l'île d'Apulie, mais aussi des colorants venus de Pouzol. Le type de bouchon, quand même, renvoie, autant qu'on puisse le voir par les séries qu'on connaît, à des bouchons d'amphore vinaire. Et la dimension correspond au col des amphores vinaires. Il me paraît quand même assez difficile d'imaginer, même si ça me plairait bien, que ce type de bouchon est servi pour un conteneur qui aurait transporté de l'huile parfumée. Et donc, là, l'interprétation que tu proposes de voir dans ce ung, soit unguentum, soit unguentarius, nous interpelle parce que on n'a pas, à ma connaissance, de conteneur à mettre derrière. Moi, j'avais l'impression que à l'époque, disons de la fin de la République et sous l'Empire, on transportait principalement les ingrédients de base sous forme brute, d'ailleurs, pour éviter qu'ils se dépérissent, et qu'on assemblait et on faisait les parfums localement avec soit des huiles importées, ce qui pourrait être le cas avec les amphores de Brinde, soit avec des huiles locales lorsqu'il est possible d'en faire. Donc, cette interprétation, quand même, pose problème et va nous obliger à chercher s'il y a, parmi le mobilier de cette épave, mais aussi dans d'autres mobiliers, s'il n'y a pas des conteneurs qui pourraient servir, effectivement, au transport des parfums en gros. Moi, j'avais l'impression, par exemple, que pour l'époque plus ancienne, pour l'époque archaïque, on avait transporté les parfums en gros plutôt dans les outres. Jusqu'ici, j'ai un peu de mal à voir quel conteneur de la fin de la République a pu servir pour transporter des parfums. Est-ce que tu as une idée en ce sens ? Je n'ai pas d'idée parce que c'est en dehors de mon champ de spécialité, mais ce qui est sûr, c'est que si on veut faire sortir le document du dossier des parfums, c'est sûr que la piste qui s'impose, c'est celle du cognomen. Et je crois que là, on peut fermer la porte. En tout cas, c'est encore une fois, on va voir le répertoire de Soline et Saloni. Oui, non, mais là, la démonstration est claire, effectivement. Et donc, ça renvoie la balle dans notre camp. Et oui, voilà. il va falloir qu'on essaye de trouver une explication pour cette
cette mention qui, effectivement, est isolée, malheureusement, donc on n'a pas de série qui nous permettrait de mieux la comprendre. Et je voudrais maintenant qu'on voit quelques autres points que j'avais notés par ailleurs. Quel est le rapport qu'on peut faire entre les unguentarii et les seplasiarii et les pharmacopolae? Et ça renvoie à l'inscription de Brescia, que tu connais évidemment, CIL 5 44 89, qui mentionne le collège des pharmacopolae publici. Est-ce que cette inscription assure qu'il y avait véritablement un collège? Est-ce qu'il y avait un contrôle public sur cette activité, ou est-ce qu'il y a un autre type d'explication pour cette inscription qui est isolée aussi? Oui, donc la discussion est un peu frustrante parce qu'on se concentre, enfin évidemment, c'est normal, sur les points les plus délicats. Déjà sur l'existence d'un collège, là il n'y a pas de doute. C'est bien un collège puisque en fait c'est une inscription qui évoque deux fondations, des donations de terrain qui doivent rapporter une certaine somme annuelle à un collège, je crois que c'est le collège des charpentiers ou des artisans en général. Et puis sinon, pour les pharmacopolae, on a bien col comme abréviation de collegium, pharmac, c'est sûr, et public. Le problème, c'est que, comme vous l'avez compris, on travaille par mise en série. Et lorsqu'on a un document totalement isolé et dans le corpus épigraphique, où les autres sources textuelles ne permettent aucun croisement, on est un peu démuni. Donc, l'hypothèse qui vient le premier à l'esprit, c'est de gens qui exercent une fonction contrôlée par la cité. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on doit se demander, c'est est-ce qu'il existe une autre interprétation possible? Et, on peut essayer de s'appuyer sur le fait que le mot publicus est large en latin, que ça peut se rattacher au champ lexical des institutions, donc l'idée d'un lien avec la cité, mais le mot publicus peut renvoyer à des choses qui se font en public, à destination du public. Et on peut essayer de filer un peu la pelote. Et finalement, il me semble que l'idée d'un contrôle public à Brescia de ces pharmacopolae précisément, finalement, c'est encore l'hypothèse qui paraît la moins tirée par les cheveux. Mais, voilà. Et donc ça serait en quelque sorte la pointe émergée d'un iceberg qui nous échappe complètement, parce que si à Brescia, qui est quand même pas la plus grosse cité... C'est juste un tout petit glaçon, c'est toujours le problème. Oui, mais quand même, si Brescia, qui est quand même pas une très grande cité, a un collège des pharmacopolae et qu'elle exerce une autorité dessus, on peut quand même imaginer que dans des villes plus importantes, sans citer Rome, mais il pouvait y avoir le même type de contrôle. C'est quand même la conjonction à la fois de la rareté de l'inscription et de la relative modestie de la cité par rapport à d'autres cités plus importantes. Qui a un contrôle civique sur des ventes, sur certains secteurs. C'est pas très étonnant, on le retrouverait pour d'autres choses. Après tout, les édiles vérifiaient bien les mesures au marché, pourquoi ils ne seraient pas... Mais le fait que ces pharmacopolae se disent publics, c'est ça qui est plus... L'idée de contrôle, c'est pas très gênant. Bon, mais c'est qu'on le dise comme si cette fonction était civique en elle-même. Être marchand, être boucher et travailler au Macellum impliquait d'être contrôlé d'une certaine manière, d'être en relation avec les autorités, mais je pense que le boucher qui louait son box dans le marché ne serait jamais dit boucher public, alors qu'il aurait peut-être eu des raisons, mais c'est une autre affaire. Mais c'est plutôt cette mention qui est étonnante.
D'habitude, ce sont des fonctions des sacerdoces qui sont dits publics, donc, par exemple. Attendons qu'une autre inscription vienne nous éclairer sur ce point. Puisqu'on en est dans les inscriptions, je voudrais passer un peu à l'instrumentum, on y a fait allusion. Il y a à la fois les inscriptions sur Ungüentaria qui mentionnent, semble-t-il, des producteurs. Il y en a d'autres qui mentionnent le patrimonium, et donc qui pourraient être liés à des productions de domaines impériaux. Et il y a aussi toute une série d'inscriptions sur lesquelles Lucia Scatosa-Uric avait attiré l'attention il y a quelques années, qui portent le nom de Gessius, et donc elle mettait en relation avec Gessius Florus, qui fut procurateur de Judée sous Néron, et dont les méfaits avaient suscité quelques troubles graves. Est-ce qu'on peut penser que ce Gessius Florus, ou en tout cas sa famille, était impliqué dans la production de verre et peut-être donc du contenu de ces verres, c'est-à-dire des parfums, faits en Campanie et principalement probablement à Pouzzoles? Et est-ce qu'il y a un rapport donc Orient-Occident, Judée, Pouzzoles qu'on peut faire à travers cette mise en relation des inscriptions sur flacons et du personnage de Gessius Florus? Alors, d'ordinaire, je veux dire que je suis toujours très très méfiant sur ces rapprochements onomastiques parce qu'il y a eu des excès. Par exemple, pour Ostie, on connaît des Aigrilii sénateurs qui ont été préfets du trésor de Saturne, c'est-à-dire de la caisse sénatoriale à l'époque augustéenne, et puis on connaît des Aigrilii qui ont été des petits banquiers échangeurs un siècle et demi après, et les gens disent on voit bien que c'est une famille qui est dans le maniement d'argent. Et en fait, les liens, il n'y a rien qui permet d'établir ce lien. Alors, si on regarde de près le dossier de Gessius Florus, c'est peut-être dans ce type de dossier où ces rapprochements sont les moins illégitimes. Et notamment si on va voir les sources textuelles que cite cet auteur dans son article, parce que dans l'article, elle reste très, très vague. Elle dit mais ce Gessius Florus n'était peut-être pas sans lien avec les activités de production de parfums en Judée. Et lorsqu'on va voir les Pline, lorsqu'on va voir Flavius Joseph, on voit que là, les autorités romaines étaient très impliquées dans la production de baumes de Judée parce que, en gros, les jardins royaux étaient passés dans la propriété impériale. En plus, ce qui est intriguant, c'est que ce Gessius Florus, d'après Joseph, s'est retrouvé impliqué dans des tensions avec les Juifs liées à l'occupation d'un terrain qui jouxtait une synagogue. Donc les Juifs de Césarée veulent leur récupérer le terrain et Gessius Florus il fait construire des ateliers. Des ateliers de quoi? Je n'en sais rien. Et puis après, pendant la guerre juive, la question du baume est une pomme de discorde qui est très, très nette et parce qu'il y a des révoltés qui s'attaquent aux plantations et donc il y a un côté symbolique dans ces plantations, c'est sûr. Donc là déjà le dossier est très intéressant pour ça. Ensuite il y a ces GCI qui apparaissent sur du verre. Alors celui Ampliatus, je ne suis pas sûr que ce soit un récipient à parfum, puisque c'est plutôt une bouteille. Oui, ce sont des bouteilles, mais ce sont des bouteilles en gros, parce qu'on le voit très bien d'ailleurs dans la fameuse peinture de la maison des Vetti que tu as montrée, dans l'armoire qui est derrière le parfumeur, il y a ces bouteilles-là. Et je crois qu'il faut faire la distinction très claire entre les petits flacons à parfum qui sont les flacons individuels que les gens achetaient, comme aujourd'hui on les achète dans les parfumeries, et les gros flacons où on gardait le produit lui-même, qu'on détaillait ensuite.
Donc ces gros flacons qui sont souvent des bouteilles carrées ou des bouteilles cylindriques sont désormais assez bien attestés dans ce type de boutique. Ils prennent d'ailleurs la suite de flacons un peu du même type en céramique. Par exemple, au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans la fouille que nous avons faite et dont je parlerai la semaine prochaine, dans l'une des boutiques de la Via des Augustali, nous avons une fosse du début du 1er siècle avant Jésus-Christ qui contient une très grande quantité de petits flacons et 5 ou 6 très grands flacons qui jusqu'alors n'étaient pas attribués au parfum parce qu'ils sont très grands. Bon, on les connaissait d'ailleurs assez peu, et qui sont clairement les flacons dans lesquels le parfumeur garde le parfum. Donc là, je crois qu'on peut être assez confiant dans le fait qu'on a affaire à des productions de gros, et donc ça collerait assez bien de ce point de vue. Ouais, alors pour résumer, bon, après le problème c'est que le personnage est dit originaire d'Asie mineure, donc si on nous disait il est originaire de Campanie, ça arrive. Mais en gros, on est réduit à faire des hypothèses. Mais bon, c'est pas grave. Et puis surtout, il faut hiérarchiser les hypothèses. Il ne suffit pas de dire on ne sait rien, parce que si on ne sait rien, on rentre chez soi. Mais on ne sait pas, mais dans les rapprochements qui sont possibles, peut-être que ce dossier, je veux dire, est parmi ceux qui apportent des points d'ancrage. Et où donc on peut essayer de tisser quelque chose qui restera hypothétique, mais il y a plus de choses que dans beaucoup d'autres hypothèses où on dit juste celui-là il porte ce nom de famille de cet aristocrate, donc il venait le voir tous les matins pour lui dire comment il devait exercer son métier. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce dossier. Oui, parce qu'on pourrait imaginer par exemple un scénario du type les GCI envoie des esclaves à Pouzzoles pour monter une entreprise d'import-export de parfums où ils investissent aussi dans les verreries, quoi. Donc, sans que ce soit le personnage lui-même, bien entendu, mais une partie de ses dépendants. Oui, alors ce qui est sûr, c'est que... on sort du problème de son origine orientale. De toute façon, il faut distinguer deux choses. L'existence de liens entre ces milieux qui ont de l'argent et les milieux artisanaux qui ont besoin d'argent, ces liens existent. Mais ce qui compte, ce sont les modalités. Et on dit toujours que les aristocrates romains investissent de l'argent, mais ne veulent pas le dire parce que c'est mal. Ils le disent, que leur fortune, c'est des terres et des créances. Donc ils prêtent. Ils ont le devoir d'aider leurs clients. Donc oui, ils financent, mais il ne faut pas s'imaginer qu'ils suivent de l'activité de près, qui s'est dit qu'un jour que les aristocrates se disaient mais quel secteur économique on pourrait développer. Non, ils avaient des clients qui avaient des possibilités de trouver des revenus dans des économies de l'artisanat et du commerce, et qui venaient les voir pour leur demander un soutien, parce que c'était la nature même des relations qui les unissaient. Mais ça n'en fait pas des entrepreneurs. Des leaders dans la vie économique. Oui. Alors, puisqu'on en est à revenir à l'Orient, je voudrais profiter des quelques minutes qui nous restent pour savoir ce qu'il en est justement de l'épigraphie orientale. Et est-ce qu'on a autant d'inscriptions de parfumeurs dans la partie orientale de l'Empire? Et qu'est-ce que ces inscriptions en grec nous apprennent? Est-ce qu'on trouve des concentrations, comme on en a en Occident? Est-ce qu'il y aurait des régions qui seraient particulièrement connues pour leur fabrication de parfums, qui auraient aussi livré des groupes d'inscriptions de parfumeurs? J'ai l'impression que, quand même, il y a beaucoup moins d'inscriptions dans cette partie-là. Et on se pose évidemment la question, puisque c'est la zone, notamment la Judée, l'Égypte et la Syrie, où on a produit le plus de parfums. Alors effectivement, d'après ce que je sais, il y a plutôt moins d'inscriptions en Orient qu'en Occident citant des parfumeurs. Pour l'Égypte, c'est peut-être pas l'épigraphie qu'il faut regarder prioritairement, mais plutôt les papyrus, parce que bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a plus de papyrus que d'inscriptions citant des parfumeurs
en Égypte. Alors, les 2 documents égyptiens que je connais sont particulièrement intéressants. Il y a une inscription d'époque augustéenne d'Alexandrie qui cite un parfumeur qui en même temps est ancien président d'association et qui fait le don à cette association d'une statuette. Bon, donc là, on est toujours dans l'idée que il y a des gens dans la parfumerie qui atteignent une aisance suffisante pour être visibles épigraphiquement et pour dépenser quelque argent de manière à se faire connaître de la postérité et surtout de leurs contemporains. Alors, est-ce que c'est une association de parfumeurs? Ça, le texte ne le dit pas. C'est un parfumeur qui donne à une synodos, mais ce n'est pas la synodos des parfumeurs, ce n'est pas indiqué dans l'inscription. Donc, on est frustré. Deuxième inscription de Saqqara, qui est trouvée à Saqqara, qui est une inscription métrique, une épitaphe sans doute tardive, qui cite un parfumeur, et dont il est dit qu'il a reçu de nombreuses couronnes dans sa patrie. Et donc là, l'éditeur fait le lien avec, pense que ces couronnes sont liées à des honneurs municipaux qui ont été reçus. Donc là, on pourrait dire qu'il y a une différence avec l'Occident, parce qu'en Occident, on n'a pas ce genre de choses. Cependant, en Orient, on a l'impression que les conseils municipaux sont quand même plus ouverts, notamment aux gens de métier, qu'en Occident, et plus ouverts en général, et plus nombreux aussi. Donc c'est plutôt une confirmation de la possibilité pour des gens de métier dans l'Orient romain d'accéder à des responsabilités municipales. Ils n'y accédaient pas en Occident, mais en Occident, il y avait ces fonctions, ces sacerdoces subalternes qui, d'une certaine manière, compensaient la moindre ouverture des institutions municipales stricto sensu. Et donc, il y a trop peu d'inscriptions pour, évidemment, qu'il y ait de concentration dans les zones de production. Et est-ce qu'en Syrie, par exemple, on en a J'en ai pas en tête. Oui. Mais... Donc là, ça renvoie encore au problème mais... des pratiques épigraphiques locales qui font qu'on ne sait pas trop pourquoi on mentionne à tel ou tel endroit et finalement le cas de la Campanie serait particulièrement exceptionnel. Non, on a des... Encore une fois, il faut essayer de tricoter des bribes d'histoire économique et sociale et essayer d'avoir des séquences cohérentes reposant sur des séries cohérentes et en même temps il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Bien, espérons que la poursuite des recherches archéologiques permettront de trouver non seulement des ateliers de parfumerie mais aussi des inscriptions de parfumeurs qui permettront d'enrichir le corpus et notre vision générale. Et donc, nous remercions à nouveau Nicolas Trant de cet éclairage particulier et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un séminaire sur Pompéi et sur les fouilles franco-espagnoles qui s'y déroulent en ce moment. Merci.